Nous sommes dans le 16e arrondissement de Paris, au niveau de l'église d'Auteuil. Et nous allons effectuer un parcours qui va nous permettre d'admirer un certain nombre de villas. Il ne faut pas entendre par là des constructions, des petites maisonnettes cossues, quoi qu'il y en ait, mais des rues. Et il est bien agréable de faire cette promenade dans un printemps commençant. Cette station de métro a le style nouille. L'église Notre-Dame d'Auteuil de style romano-byzantin date de 1880. Je ne suis jamais rentré dans cette église, profitons-en. C'est une église très simple. Bas côté gauche. Ce brave Saint-Antoine de Padoue est là. En face de Notre-Dame d'Auteuil, nous apercevons la chapelle Sainte-Bernadette, très moderne, avec son mur en briques rouges. Cette chapelle moderne n'est pas ouverte aujourd'hui. On s'engage dans la rue Chardon-Lagache, rue d'Auteuil sur la droite. Interminable clocher. La rue Verderet précède la rue Chardon-Lagache. Avant de s'engager dans la rue Chardon-Lagache, on tourne dans la rue du Buis. Très jolie petite placette. À cet endroit se trouve le très coté lycée Jean-Baptiste Say. Engageons-nous dans la rue d'Auteuil. Elle est très commerçante, il y a beaucoup de commerce de bouche. Magnifiques immeubles. On trouve notamment Servant, un chocolatier de grande réputation, et confiseur également.
Au numéro 40, il y avait autrefois l'auberge du Mouton Blanc, qui compta parmi ses habitués Racine, Molière et La Fontaine. Beau pilastre en façade au numéro 42. L'hôtel de Verrières au 45-47 abrita la grand-mère de George Sand. Nous sommes parvenus au niveau de la place Jean Lorrain. Jean Lorrain était un écrivain fécampois. De son vrai nom, Paul Duval, il a écrit Monsieur de Bougrelon. Ici se tient un marché. Tu peux le photographier. Ah bah oui alors. Et toi On s'engage dans la rue La Fontaine. Les arbres montent très haut. On tourne dans la rue Bastien-Lepage. Tout à droite, la villa Michel-Ange. L'immeuble du fond de cette villa est remarquable par ses frises en céramique. On observe également les grandes baies vitrées. Une vraie collection. Un coin vraiment très peu connu de Paris, que très probablement beaucoup de Parisiens eux-mêmes ne connaissent pas. Villa Michel-Ange. Reprenons la rue Bastien-Lepage. On emprunte la rue Lecomte de Lille. La façade du numéro 33 est encadrée par un atlante et une cariatide. On s'engage à gauche dans la rue des Perchamps. La rue des Perchamps est digne d'un petit village. Ambassade de la République centrafricaine. À l'angle de la rue du Général Largeau. On continue dans la rue des Perchamps. On a rattrapé la rue La Fontaine avec ses immeubles à façade spectaculaire. La rue George Sand, Aurore du Pin.
Sur la droite, un espace privé, la Villa Georges Sand. On poursuit vers l'avenue Mozart. Nous sommes arrivés au niveau de l'avenue Mozart, tout orné de ces arbres nouvellement feuillus. On emprunte l'avenue Mozart à droite jusqu'au métro Jasmin. Joli immeuble à beau window. Ce quartier est rutilant et recèle vraiment des perles architecturales. D'immenses cheminées. Nous sommes dans un quartier résidentiel, pas touristique. Il n'y a pas de grands monuments. En fait, chaque habitation est un monument. On tourne à gauche dans la rue de Livette. Rue de la Cure. Il n'y a pas que des immeubles, il y a également des maisonnettes à jardiner. Certaines méritent le coup d'œil. Une résidence beaucoup plus contemporaine. Au numéro 25 de la rue de Livette se trouve la maison atelier d'Henri Bouchard, 1875-1960. Il l'a réalisée en 1924. On parvient dans la rue du Docteur Blanche. Le docteur Blanche était un clinicien qui a hospitalisé Guy de Maupassant. En même temps, c'est là t'as un mélange d'immeubles des années 50. Dans la rue du Docteur Blanche, l'architecture est moins séduisante. C'est Paris compatible. Ce bâtiment est un foyer de 1954 réservé aux jeunes filles qui désiraient passer les concours d'entrée des grandes écoles. On parvient à la rue Mallet-Stevens. Mallet-Stevens était un architecte, comme l'indique cette plaque, et entre 1923 et 1939, il a conçu, dans un style qui rappelle celui de Le Corbusier, les bâtiments de cette impasse.
Le tout flotte dans un esprit cubiste et art déco. L'architecte a joué des formes géométriques, des décrochements, des gradins. Corette du Japon. On revient à la rue du Docteur Blanche. On revient sur nos pas dans la rue du Docteur Blanche. On franchit de nouveau la rue de Livette. À l'angle de la rue Henri Heine. Ces petits recoins sont particulièrement croquignolés et typiques de Paris. Sur la gauche s'ouvre le square du Docteur Blanche. Dans le square du Docteur Blanche se trouve la fondation Le Corbusier, qui date de 1923. Villa La Roche et sa voisine. De ce côté, on n'est pas vraiment dans l'esprit Le Corbusier. Là, ça y ressemble plus. La fondation rassemble des documents sur l'œuvre de l'architecte et des expositions temporaires. C'était une de ses premières. La villa a été construite en 1923 par Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier, 1887-1965. Il est enterré à Roquebrune-Cap-Martin, sur la Côte d'Azur. Ressortons du square du Docteur Blanche. Retour dans la rue du Docteur Blanche. On tourne à gauche dans la rue Raffet. On descend la rue Raffet. On trouve vraiment différents styles architecturaux ici. Aussi bien de beaux immeubles que de belles petites maisons comme celle-ci. L'angle de la rue Raffet et de la rue Jasmin. Mais on continue à descendre la rue Raffet. La curieuse impasse Raffet.
sur la droite. Nous sommes parvenus au carrefour de la rue de la Source et de la Mission Marchand. C'est dans la rue de la Mission Marchand que l'on s'engage. On coupe la rue Pierre-Guérin. La rue de la Mission Marchand se poursuit par la rue Bozio. Nous allons déboucher dans la rue Poussin. Nous passons devant la villa Montmorency, un bloc privé où les piétons ne peuvent circuler, car ici habitent des célébrités. Et c'est bien dommage, car les maisons très cossues doivent valoir le coup d'œil. On tourne à gauche dans la rue Giraudet. Nous rattrapons la place Jean-Lorrain de tout à l'heure. À l'angle de la rue Michel-Ange et de la place Jean-Lorrain, un fleuriste dispose d'une belle marquise. La rue Michel-Ange nous entraîne vers la partie sud de notre itinéraire. Si tu as effectivement de l'électricité résiduelle ou un truc comme ça, ben c'est... Nous allons rejoindre la rue Molitor sur la gauche. Il faut se dépêcher car le soleil décline en ce mars finissant. On tourne à gauche dans la rue Molitor. Curieuse maison de village au numéro 31 bis. Au numéro 18, on peut voir la villa Boileau. On poursuit dans la rue Molitor. On tourne à droite dans la rue Boileau. Aspect de la rue Molitor. Au numéro 34 de la rue Boileau, une énorme glycine, hélas pas encore fleurie, envahit la façade du garage voisin.
Cette bâtisse a été construite en 1891 par Guimard. C'est l'hôtel Rossé qui a conservé un style très art nouveau avec ses carreaux de céramique à fleurs. Un peu plus loin se trouve le hameau Boileau, qu'il ne faut pas confondre avec la villa Boileau. Là encore, accès interdit. Boileau a vécu 25 ans à Auteuil. Un air très campagnard. Au numéro 40 de la rue Boileau se trouve l'ambassade d'Algérie. Au 42, c'est l'ambassade de Namibie. On parvient à l'angle de la rue Jouvenet. Les petites maisons se succèdent rue Boileau. Nous nous trouvons devant le bâtiment de l'ambassade du Vietnam, qui évoque vaguement une pagode. À l'angle de la rue de Musset se trouvent les laboratoires Eiffel. C'est ici que Gustave Eiffel avait transféré les machines qui étaient devenues trop encombrantes à la tour qui porte son nom. Nous arrivons rue Exelmans. C'est plus exactement boulevard Exelmans. Et c'est là encore une large artère de Paris. Il y avait vraiment des années où on faisait n'importe quoi. Nous sommes à proximité du hameau Exelmans. Elle est hélas fermée par une porte. Et encore des immeubles cossus. On traverse le boulevard Exelmans et on prend la rue Michel-Ange. On longe la rue Michel-Ange jusqu'au cimetière d'Auteuil. Au 77 bis de la rue Michel-Ange est né Pierre Brossolette. On tourne à gauche dans la rue Claude Lorrain. On passe devant le cimetière d'Auteuil. Le cimetière d'Auteuil date de 1800. Il abrite 1300 tombes. De bien grands immeubles pour dominer un cimetière. Non. On poursuit rue Claude Lorrain.
On longe des maisons ouvrières accolées décorées en rose saumon. Sur la gauche s'ouvre l'avenue de la Frière. Sur la droite, plus exactement. Sur la droite, la villa Claude Lorrain, avec ses petites maisons peintes et ses jardinets ouvriers, protégés par des aucubas, arbustes aux longues feuilles vertes et jaunes. On revient rue Claude Lorrain et l'on tourne sur la droite. Allons voir la villa Mulhouse. Tous ces endroits sont hélas clos. Contentons-nous de ce que l'on peut voir. La villa Mulhouse a été entreprise dans l'esprit du Mulhousien Émile Müller, qui prônait le développement de l'habitat ouvrier à proximité des manufactures. Et en fait, c'est une petite bourgeoisie qui l'a investi, qui avait les moyens de s'offrir 33 mètres carrés et le jardinet attenant. Il y a 67 pavillons, avec rosiers, glycines, bouleaux, et où les oiseaux se sentent chez eux. L'ensemble date de 1891. Juste ici, cela paraît bizarre dans ce bâtiment, se trouve l'église orthodoxe de tous les saints de la terre russe, qui rappelle qu'une importante communauté russe vivait dans le quartier après la révolution de 1917. On poursuit rue Claude Lorrain. On retrouve la rue Boileau de tout à l'heure. On tourne sur la gauche. On s'engage presque aussitôt en face dans la rue Charles-Marie Widor. Nous aboutissons rue Chardon-Lagache. Par la rue Chardon-Lagache, on rattrape le boulevard Exelmans. Au numéro 39 du boulevard Exelmans se trouve l'atelier du sculpteur Jean-Baptiste Carpeau, qui a décoré l'Opéra Garnier. Quant à cette façade, elle a été remaniée par Guimard. On traverse le boulevard Exelmans et on va prendre la rue de Musset. La rue de Musset est la première à droite dans cette rue Chardon-Lagache. Cette rue évoque une ruelle de campagne. C'est vraiment le Paris méconnu. Méconnu, mais typiquement parisien tout de même. Petite maison campagnarde à l'angle de la rue Jouvenet et de la rue de Musset. On revient vers la rue Chardon-Lagache. On poursuit donc dans la rue Jouvenet et nous allons bientôt arriver rue Chardon-Lagache. On se gardera bien de confondre avec Gaston Lagaffe.
ici la rue Chardon-Lagache de nouveau. Et nous tournons sur la droite. En face s'ouvre la Villa Molitor, dont l'accès est barré là encore par un grillage. La Villa de la Réunion comporte 2 œuvres d'Hector Guimard, le fameux architecte des stations de métro de style nouille. L'hôtel Deuron-le-Vent a été construite en 1908 par Hector Guimard. Elle se trouve au numéro 8. Vue de la Villa de la Réunion, qui est encore barrée, impossible d'y accéder. Sur la gauche, cette autre villa est plus ancienne encore, œuvre de jeunesse d'Hector Guimard, 1893. Elle annonce l'Art nouveau. Remarquez les tuiles vernissées. On continue dans la rue Chardon-Lagache. Curieux immeuble en retrait. On longe le centre hospitalier Sainte-Périne. On contourne le centre hospitalier Sainte-Périne et on s'engage dans la rue Mirabeau. Nous sommes dans un quartier d'hôpitaux. Derrière cet hôpital un peu sinistre se trouve le parc Sainte-Périne. Assez vaste, le parc Sainte-Périne date des années 1970. Il compte des espèces courantes mais également des espèces rares. On aperçoit le ballon sonde du parc André Citroën. C'est bien de finir sur un peu de verdure. Le jardin est encerclé et protégé par les immeubles alentours. On reprend la rue Mirabeau. Ce doit être la chapelle funéraire de l'hôpital Chardon-Lagache. Nous apercevons l'arrière de l'église Notre-Dame d'Auteuil. Ici, l'hôpital Rossini. Rue Willem. Toujours la rue Mirabeau. La lumière du couchant donne une belle couleur sur les façades.
La rue Antoine Boucher permet de rejoindre la place d'Auteuil. C'est ici, presque au crépuscule, que s'achève cette balade au cœur d'Auteuil. On reprend le métro à la station Mirabeau.